Belle chez Mythique. C'est ça, merci. Donc oui, CM, Engineering Manager chez Match Group. Et je vais vous parler d'un projet qui nous a pris pas mal de temps à notre équipe, mais aussi globalement chez Match Group. C'est la fusion de produits et ce que ça implique sur la stack ML. Mais avant ça, je vais vous donner quelques informations sur le dating aujourd'hui et plutôt les applis de dating en France. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un couple sur 3 qui se rencontre grâce aux applis de dating. Et en général, les célibataires aiment bien maximiser leurs chances. Du coup, ils ont plutôt 3 apps sur leur téléphone. Et pourquoi ils veulent maximiser leurs chances? C'est parce qu'au final, il y a quand même 72% des célibataires qui croient toujours au grand amour. C'est pour vous donner quand même l'impact qu'un projet de migration peut avoir sur chacun d'entre nous, au final. Un peu de contexte, sinon, vraiment sur ce projet, parce que moi, je vais vous parler de la partie migration ML, mais en fait, c'est un projet un peu plus large. Chez Match Group, donc Match et Mythique appartiennent au groupe Match Group qui propose un écosystème d'apps de dating, justement parce qu'on sait que les personnes aiment avoir des expériences de dating, des fois pour le court terme, des fois pour le long terme. Et en fonction de ça, Match Group permet de proposer des apps de dating pour tout le monde et à tout moment. Historiquement, chaque app de dating opérait sur sa propre plateforme technologique. Et depuis quelques années, on a commencé à développer une plateforme commune parce que même si chaque app propose une expérience différente, on a des services qui sont assez communs, on va dire, sur une app de dating. Et ça semblait plutôt logique de pouvoir mutualiser une partie des ressources, une partie des équipes pour pouvoir scaler et proposer beaucoup plus de choses. Et au-delà, en fait, de cette migration et de cette mutualisation technique, il y a 2 apps qui ont pris un choix un peu plus différent. C'est Mythique et Match, qui sont 2 applications historiques qui existent depuis 15 et 20 ans. Donc Mythique, vous connaissez sûrement, c'est l'application un peu référente en France. Et son pendant américain, c'est Match, qui existe depuis 20 ans et qui est à la base du Match Group, justement, qui a toutes ces applications. Et ces 2 applications, elles ont pour but de s'adresser au même segment d'utilisateurs, qui sont des personnes qui cherchent vraiment des rencontres sérieuses. Du coup, dans cette optique de mutualiser les plateformes, Match et Mythique ont décidé d'aller un peu plus loin et de converger au niveau d'expérience app, d'expérience produit, pardon. Et dans ce but-là, nous, il a fallu en fait qu'on aille un peu plus loin que de se dire qu'on allait migrer des modèles d'une plateforme on-prem vers une autre plateforme, mais se dire comment utiliser un modèle pour plusieurs marques qui vont converger au global, mais quand même garder des spécificités locales, soit légales, soit géographiques ou culturelles. Même si c'est 10 ou 15%, des fois pour des modèles, ça peut impacter. Alors ça, c'est juste pour vous donner une vision un peu plus large, justement. Quand on parle de machine learning chez Match Group, qu'est-ce qu'on fait globalement? L'idée, c'est bien sûr de développer des modèles de machine learning pour la recommandation, mais on ne veut pas remplacer l'humain. L'idée, c'est de proposer quelque chose pour avoir une expérience qui est maximisée, on va dire, dans le sens où on sait qu'il y a la dating fatigue, donc swiper, au bout d'un moment, ça fatigue. Et là, une partie de notre travail, c'est de proposer quelque chose de qualitatif, mais aussi, et c'est très important pour nos utilisateurs, surtout chez Match et Mythique, de le faire dans un environnement le plus serein et de se sentir en sécurité. Donc on travaille sur différents aspects, mais les 2 principaux, c'est proposer la personne qui vous correspond le mieux et le faire en fait dans un environnement où vous vous sentez serein et en sécurité. Voilà, donc nos missions, c'est vraiment la sécurité, la personnalisation et la fluidité. Et au cours de cette migration,
on a souhaité unifier les modèles, mais l'idée, c'était vraiment de maintenir une robustesse dans ces missions-là. Donc maintenant, on va commencer, je vais vous expliquer un peu l'approche théorique, parce qu'on se dit, voilà, justement, on va migrer nos modèles, mais en fait, ça veut dire quoi? On a quoi comme option? Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Rapidement, en fait, on se dit qu'on a 3 options possibles. Soit on migre une information importante que je n'ai pas dit. L'application Match, elle, n'a pas eu à migrer. Elle était déjà sur la plateforme de cible. Donc, c'est que la partie mythique qui a eu à migrer sur la plateforme cible. Et ça a de l'importance pour le reste. Du coup, migrer les modèles mythiques vers la plateforme cible et garder les 2 modèles qui coexistent à court, moyen, long terme. Donc ça, au moins, les KPI ne bougent pas. Il y a un peu plus de travail parce qu'au final, on va se retrouver à faire beaucoup de data mapping en entrée-sortie des modèles parce que finalement, les modèles, eux, ils ont été entraînés sur la stack mythique pour du mythique. Donc, il faut quand même faire un peu de data mapping. Mais sinon, on garde les KPI, donc ça, c'est bien. Mais par contre, il faut maintenir 2 modèles pour à peu près la même chose. C'est pas forcément l'idéal. Donc, fusionner vraiment dans le sens où on va refaire un nouveau modèle avec toutes ces données et se dire que là, maintenant, on va avoir un métamodèle qui va permettre d'avoir en entrée toute la richesse, finalement, des données des 2 marques et de permettre d'avoir une couverture la plus grande possible. Après, à savoir que Match a beaucoup plus d'utilisateurs que Mythic. Donc, quand je parle du call start, c'est plus pour Mythic que Match, mais ça se règle. Hein, mais c'est des choses à prendre en compte. Et puis, en effet, si on a un modèle beaucoup plus global, il faut accepter que sur certaines métriques, on pourra moins affiner et on perdra un petit peu. Et la dernière partie, c'est de se dire, en fait, on a un modèle qui est vraiment mieux que l'autre et on va utiliser ce modèle pour les 2 marques. Et là, c'est un peu... l'idée, ce sera de se dire, normalement, on n'a qu'un modèle à maintenir, on sait comment il fonctionne, ça simplifie aussi l'architecture, mais on peut encore, comme sur la fusion de modèles, même encore pire, si on ne peut pas réentraîner complètement, perdre en partie la performance. Pour essayer de répondre, en fait, pour essayer de choisir, on a listé un certain nombre de questions pour lesquelles on a répondu à chaque fois. Je vous en ai listé quelques-unes, mais l'idée, c'était qu'on avait vraiment, on en avait presque une trentaine, où vraiment, dans le détail, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait s'il y a ça, et ensuite, on a regardé. Parce que là, je vais vous donner ensuite des exemples pour 2 types de modèles, mais on a dû se poser les questions pour chacun d'entre eux. Donc, en fait, déjà, est-ce que les données sont les mêmes en entrée? Si oui, on peut fusionner ou spécialiser ou choisir. Est-ce qu'on peut réentraîner un modèle ou un nouveau modèle ou un des modèles spécialisés pour toutes les marques? Sinon, on ne peut pas le faire, on est obligé de cohabiter. Parce qu'en fait, ce n'est pas évident d'avoir les données pour réentraîner. En tout cas, dans notre cas, il y a des modèles pour lesquels on est obligé de lancer des campagnes de collecte de données, des RCT, pour avoir des vérités terrain. Et avec le timing, on ne pouvait pas faire forcément. Et aussi, il faut réentraîner parce qu'il y a des données qu'on ne peut pas forcément utiliser d'une marque pour une autre, parce que légalement, ce n'est pas forcément les mêmes entités juridiques. Il y avait ça aussi à prendre en compte. Ensuite, bien sûr, quel est l'objectif? Est-ce qu'au niveau produit, on est aligné? Est-ce qu'on veut la même chose? La plupart, pour les 80%, je vous ai dit que c'était oui, vu que Match et Mythic voulaient converger. Donc, au final, on se retrouvait souvent avec un objectif clair.
mais c'est possible que ce ne soit pas le cas. Donc là, c'est la cohabitation. Et le besoin d'agilité en local, là, c'est plutôt de se dire, on a une plateforme qui est commune, mais les équipes vont rester match côté américain, mythique côté français. Si les équipes produits veulent itérer rapidement, peut-être que si elles dépendent d'autres équipes et d'un modèle central sur lesquels elles ne peuvent pas forcément agir facilement, ça peut poser des problèmes. Surtout si la gouvernance n'est pas claire, et ça on le verra plus tard, que ça peut poser aussi des soucis. Le premier cas, c'est du coup le système de recommandation que je vais voir avec vous. Du coup, ça paraît évident, j'imagine, pour une app de dating, mais la recommandation et nos modèles sont au cœur du produit. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre, comme je le disais, en relation des gens qui sont le plus compatibles possible. Et au fil des années, donc je vous ai dit, c'est des applications qui existent depuis 15 et 20 ans. Ils avaient construit chacun leur système de recommandation avec chaque marque avait ses principes logiques et pour créer les affinités. Donc, il a fallu regarder dans le détail, dans le détail les systèmes de recommandation et pouvoir essayer des fois de retrouver la logique aussi. C'est pas si facile que ça. De pourquoi le système de recommandation fonctionne de cette manière, parce que je ne sais pas si vous avez tous en tête comment fonctionnent les systèmes de recommandation, mais ce n'est pas forcément juste une brique ou un modèle. La plupart du temps, on essaye d'adresser différents objectifs et de les optimiser. Et ça peut se faire de différentes manières. Et les deux marques le faisaient de différentes façons. Mais au cours de ce projet, l'idée, c'était de voir s'il y avait des opportunités, tout en creusant ça, justement. Mais il fallait vraiment qu'on garde une expérience qui était ISO à la fin. Donc, comment on a fait on a fait des tests, beaucoup de tests, pendant, je dirais, 6 à 8 mois. On a fait beaucoup d'A/B tests pour, en fait, tester des sous-stacks d'une marque sur l'autre marque et inversement, parce que même ce qu'on avait des fois, la problématique aussi, c'est ce que théoriquement, tout le monde pense que fait une sous-stack et apporte à l'écosystème. Quand on l'isole, c'est pas exactement ça. Et pour convaincre, il faut des chiffres. Donc, on a décidé de faire d'itérer sur beaucoup d'A/B tests pour pouvoir justement comprendre l'impact et évaluer à chaque fois. Ce qui était également compliqué, c'était que pendant qu'on faisait ça, les équipes produits, elles, travaillaient sur la convergence produit. Donc, le produit changeait aussi. Voilà, donc c'était pas simple. Et il fallait du coup bien agencer les tests de la partie ML avec ce qui était décidé et accepté au fur et à mesure qu'on allait converger d'un point de vue feature produit. Parce que sinon, on ne testait pas les bonnes choses. Donc ça a duré entre 8 mois, je pense. À la suite de ça, ce qu'on a décidé, ça a été de garder le système de recommandation mythique parce que c'est celui qui permettait d'être le plus flexible dans le sens où justement avec ces sous-stacks qui n'avaient pas vraiment le modèle match et il comportait des modèles de machine learning que n'avait pas le modèle match. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais le modèle match était fait avec 50% de plus de règles heuristiques que le modèle mythique, et ce n'était pas la vision qu'on avait à plus long terme. Donc, on a choisi le modèle mythique dans le système de recommandation. Par contre, l'architecture, on l'a intégré dans l'architecture du modèle match parce que le modèle match était déjà sur place. Donc, au final, on a convergé vers un modèle mythique, mais en pouvant intégrer les spécificités match grâce justement au sous-stack.
et en conservant l'infrastructure E2. Par contre, à moyen long terme, on est déjà en train de travailler sur un modèle qui est un peu plus global et qui permettra de s'affranchir aussi de la composante infrastructure qu'on a gardée pour le moment, mais qui permettait d'aller le plus vite possible tout en conservant les KPI métiers. Les KPI techniques, on a dû... il y a certaines pour lesquelles on a dû un peu baisser ce qu'on avait avant, en termes de temps de réponse, en termes de solidité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va bien sûr travailler dans les mois prochains. Le deuxième cas dont je voulais parler avec vous, c'est la partie sécurité. Donc la sécurité, c'est vraiment super important pour nous parce que les utilisateurs, comme je vous le dis, ils sont hyper vulnérables quand même quand ils viennent sur une app de dating. Et on l'a beaucoup entendu. Quand je parle de la sécurité, je parle de la fraude au paiement, mais ça, vous l'avez dans plein d'autres applications, mais aussi et surtout du romance scam, où malheureusement, il y a des gens qui se font un peu arnaquer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, avec l'équipe, on travaille beaucoup pour avoir des modèles qui permettent de détecter le plus tôt possible ce type d'arnaque. Et après, vous avez aussi des modèles contre le mauvais comportement. Donc là, pour la sécurité et les modèles de sécurité, c'est un peu différent de la recommandation. La recommandation, on va dire, dans le dating, comme je vous disais, on peut dire que c'est un peu générique, à part sur des spécificités. Mais pour la partie protection, on a vraiment des types de scams et des types de fraudes qui sont géographiques et qui sont plus ou moins culturelles. Et du coup, il a fallu faire très attention lors de l'évaluation de nos modèles. Du coup, pour ça, on a vraiment regardé au niveau des différentes KPI et on a dû s'aligner. On a dû voir si on pouvait s'aligner. Plutôt. Et ça, rapidement, alors, on a vu qu'on ne pouvait pas s'aligner. Je vous fais. En fait, on avait un modèle sur une marque qui était vraiment fait pour être hyper précis. Quand on avait quelqu'un qui avait un risque sur un des modèles, qui avait un risque de fraude, on va dire, très élevé, et on voulait le schéma, c'est pas les vrais chiffres, c'est juste pour vous donner un exemple. L'idée, on avait un modèle qui était super précis quand le risque était très élevé pour pouvoir actionner en fait directement une barrière sur cette personne automatiquement, alors qu'on avait un autre modèle qui était un peu plus linéaire et qui avait un risque. On actionnait en fait une modération ou une action manuelle plus bas, mais en se disant qu'on va rajouter une friction et que c'est pas grave si on n'est pas hyper précis. Alors que dans l'autre marque, on avait en fait, on se disait, on fait de la modération un peu partout, mais par contre, je veux être sûr que il y a 30% des utilisateurs qui sont hyper risqués, je veux les bloquer tout de suite. Il y a pas, je passe pas par de la modération ou autre parce que ça peut faire plus de dégâts. Et du coup, on se retrouvait avec deux modèles qui ont deux logiques métiers différentes. Mais ça, c'est parce que des deux côtés de l'Atlantique, on n'avait pas du tout la même manière de gérer en fait ce type de problématique, et que du coup, chaque modèle faisait ce qu'on lui avait dit de faire. Et le problème, c'est qu'on n'avait pas vraiment de gouvernance à l'époque sur vraiment, au final, qu'est-ce qu'on veut qu'un modèle de sécurité fasse. Et chacun est resté campé un peu sur ses positions, dans le sens où chaque équipe des deux côtés de l'Atlantique s'est dit, depuis des années, on fait comme ça, c'est ce qui marche. Si on fait ce que vous faites vous, d'un coup, ça va pas marcher, on va avoir plein de scammers, et inversement. Du coup, on s'est retrouvé à, pour le moment, avoir deux modèles qui cohabitent parce qu'il va falloir trancher. Et c'est ce qui permet de garder les KPI métiers intacts. Nous, ça nous rajoute un peu de complexité dans le sens pipeline. Mais on a gagné un modèle quand même qui
avec une précision un peu plus haute sur la partie risque moyen, on va dire, en rajoutant l'autre modèle précédent. Donc, au final, moi, ce que j'ai retenu, c'est que la fusion de modèles, il y a une partie technique qui est très importante, mais la partie humaine et métier, je pense qu'elle l'est encore plus, parce que faire de la migration de modèles, faire du data mapping, on trouve toujours des solutions, mais on peut rester bloqué très longtemps quand des gens restent campés sur leur position et leurs principes, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément en tête. C'est de se dire que quand on converge, quand on migre, il faut aussi avoir une gouvernance qui suit à tout niveau, en fait. Ça, c'est très important. Du coup, il a fallu parfois accepter la cohabitation, ce qui n'est pas plus mal d'un point de vue métier. Au final, on arrive à la fin, on arrive à avoir quelque chose de robuste. C'est ce qui compte le plus. Et il faut comparer, tester et argumenter tout le temps avant de décider pour s'assurer qu'on n'oublie rien et qu'on comprend exactement les besoins de chacun. Et oui, au final, c'est vraiment l'alignement produit et garantir que nos utilisateurs puissent toujours avoir une expérience de qualité, c'est ce qui compte sur la partie technique. Et quand je dis convergence technique, c'est aussi, nous, d'un point de vue technique, faire cohabiter, c'est pas forcément ce qu'on aurait trouvé de plus fun à faire ou qui permet de développer des nouveaux modèles ou autres. Mais ça, c'est ce qu'on pourra faire plus tard. On s'en occupera, mais le plus important, c'était vraiment de garder une cohérence et une excellence de l'expérience pour nos utilisateurs. Voilà. Merci beaucoup.